Smell Talks, un podcast by Nez. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Nez vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Du 21 au 24 mars 2024, entre salon et festival, la première édition de la Paris Perfume Week a réuni professionnels et amateurs passionnés au Bastille Design Center. Son objectif ? Rendre compte de l'effervescence de la culture olfactive et mettre en avant les acteurs d'une industrie multiple, marques, maisons de composition et producteurs de matières premières. Sur la scène des Smell Talks, se sont succédés des masterclass de grands parfumeurs et des conférences et tables rondes sur les dernières avancées de la recherche ou les relations que le parfum peut entretenir avec l'art, la musique, le cinéma ou la mode. Nez vous propose de redécouvrir certaines de ces interventions. Comment peut-on se former à l'olfaction ? Aujourd'hui, Isabelle Ferrand, directrice de 5e Sens, et Isabelle Larignon, parfumeuse, posent les bases d'un apprentissage olfactif ludique mais structuré. Une table ronde animée par Guillaume Tesson. Bonjour et bienvenue à tous. C'est la 3e journée de la Paris Perfume Week et nous allons commencer la journée avec 2 Isabelles sur la thématique de se former à l'olfaction. Alors comment passe-t-on d'une attraction pour l'univers des odeurs à l'acquisition de bases solides pour en faire un métier ? Tout un programme. Alors pour en parler, Isabelle Ferrand. Bonjour. Bonjour Isabelle, vous êtes la directrice de la société 5e Sens, vous êtes experte en olfaction depuis un peu plus de 40 ans. 5e Sens, c'est une société dans laquelle vous êtes arrivée comme stagiaire et où vous avez effectué toute votre carrière. Pour vous, plus on sent, mieux on sent, et vous allez évidemment nous expliquer comment s'y prendre. Isabelle Larignon, bonjour. Vous êtes créatrice de parfums indépendante à travers la marque qui porte votre nom et vous avez notamment composé Milky Dragon ou plus récemment Bangla Yassaman. Vous vous définissez comme un nez plumé ou une plume ayant du nez. Et ce qui nous intéresse dans votre parcours, c'est ce côté autodidacte, une trajectoire qui vous a permis de vous intéresser, entre autres, au champagne ou encore au fromage. Et vous nous parlerez de cette attention permanente qu'est l'olfaction. J'avais d'abord envie de vous demander à vous deux, est-ce qu'il y a une odeur particulière ce matin que vous avez croisée et qui vous a interpellé ? Alors j'y vais. L'odeur de la pluie. On a eu le soleil depuis 3 jours et ce matin, donc j'ouvre les volets, j'ouvre la fenêtre et là tombent des trombes d'eau. Et donc c'est cette odeur qu'on appelle l'odeur du pétrichor, donc qui est cette odeur donc de pluie, d'humidité qui arrive sur un sol, alors qui n'est pas encore très chaud, on n'est pas encore en plein été, mais je l'ai quand même perçu, voilà, juste en filigrane, on va dire, sur cette matinée où je savais que je venais vous rejoindre. Voilà. Isabelle Larignon ? Alors moi, c'est une double erreur. J'ai senti une double erreur ce matin. C'est-à-dire que je vais animer tout à l'heure un atelier olfactif. C'est pas assez proche, ça va là ? C'est mieux comme ça ? On peut le coller au menton comme ça. On colle au menton, très bien, voilà. Donc une double erreur, parce que tout à l'heure je vais animer un atelier olfactif et comme va vous le dire Isabelle, normalement quand on sent, on ne se parfume pas. Et ce matin j'avais besoin d'avoir un ami olfactif, d'avoir mon parfum qui est Nuit de Bakélite de Naomi Goodsir. Et en fait je deviens totalement aveugle et dans ma salle de bain il y a Hors du Sérail de Naomi Goodsir et Nuit de Bakélite qui sont l'un à côté de l'autre et je prends le premier parfum qui se présente pensant que c'était Nuit de Bakélite. Et je me mets Hors du Sérail dans le cou en me disant mince. Donc c'est la première odeur et j'ai essayé de la retirer et ensuite j'ai mis Nuit de Bakélite. Donc j'ai fait vraiment un peu n'importe quoi ce matin. Du layering. J'ai fait du layering, ce que je ne fais jamais. Je suis une puriste de un parfum est un parfum et voilà. Donc double erreur assumée et en plus révélée. Se former à l'olfaction. Évidemment, Isabelle Ferrand, on ne pouvait pas ne pas vous inviter. Parlez-nous de 5e Sens et racontez-nous un peu la genèse de cette société. Alors, donc 5e Sens, c'est une société donc, qui a été fondée en 1976 par Monique Schlinger, donc, qui était parfumeur créateur chez Robertet.
Et à l'époque, c'est vrai que la place des femmes n'était pas celle que l'on a aujourd'hui. Elle a voulu prendre son indépendance, donc pour créer une société de création de parfums, donc pour des marques de niche. Elle a travaillé avec Annick Goutal, avec Tan Guidicelli, Le Petit Faune. Et puis, étant indépendante, l'école de Versailles, donc qui s'appelait à l'époque l'ISIP, l'a contactée donc pour remplacer Nicolas Mamounas, qui était le parfumeur créateur qui s'occupait donc des étudiants. Elle a accepté, elle s'est dit pourquoi pas, un nouveau challenge, et elle en a fait sa deuxième passion, la passion du monde des odeurs, mais cette passion d'avoir envie de transmettre tout ce que l'on doit savoir, transmission qu'elle avait eue elle-même de la part de Jean Carl, qui était donc parfumeur chez Roure. Et voilà, elle a vécu 7 ans de bonheur au travers d'étudiants qui sont aujourd'hui reconnus comme des grands parfumeurs. Donc je pense notamment à Elias Herminidis. Et elle s'est rendue compte que aujourd'hui, à l'époque, on pouvait former des parfumeurs créateurs, mais que des jeunes, que des étudiants. Et elle s'est dit, mais pourquoi on n'ouvrirait pas aussi cette volonté de former des passionnés du monde du parfum sur d'autres secteurs d'activité ou en termes de reconversion, ou même des personnes qui sont en poste, mais qui ont un poste de commercial ou un poste de marketing ou de formation produit, qui n'avaient pas la connaissance du parfum. Ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas. Donc, elle s'est dit, au sein de 5e Sens, je vais apporter une deuxième activité. Et elle est allée donc voir la directe, qui est la direction départementale du travail, pour leur demander un numéro d'agrément en tant qu'organisme de formation professionnelle. Donc elle dépose son dossier, et dans son dossier, bien sûr, elle dit je veux être organisme de formation pour former à sentir, pour former à l'olfaction. Et elle a été convoquée, et on lui a dit mais ça s'apprend ? Vous êtes sûr ? Il faut qu'on apprenne les gens à sentir, mais tout le monde sait sentir. Hein. Et alors là, elle leur a dit, oui, effectivement, tout le monde sait sentir, mais est-ce que tout le monde sait parler d'odeur ? Est-ce que tout le monde sait transmettre ce qu'il ressent au travers d'une odeur ? Et ce qu'on ressent, c'est des émotions. Et je pense que je vous expliquerai un peu plus de détails tout à l'heure. Isabelle Larignon, vous êtes passée par 5e Sens. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez obtenu votre financement pour pouvoir rejoindre les rangs de 5e Sens ? Oui, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. Je me souviens de ce matin où je rejoignais mon travail de l'époque. J'étais avenue Parmentier. Et quand j'ai su que j'avais le financement, ce qui était totalement inespéré, j'étais cadre pour faire une formation qui a assez peu de débouchés, il faut l'avouer. Et je me suis dit, en marchant, ce qui était un rêve de petite fille, d'être née, je vais être parfumeur. Bon, je savais pas tout ce qui m'attendait pour arriver à ça. Mais voilà, donc c'était une énorme joie et l'année de formation a été aussi une énorme joie d'apprendre et d'être dans ce dialogue permanent, ce dialogue silencieux là d'être à l'écoute des molécules et des odeurs et des matières premières. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement quand on passe par cet organisme de formation ? Alors je dirais... Qu'est-ce qui a changé en fait ? Qu'est-ce qui a changé pour moi ? Alors on va aborder... Alors la formation, elle est concise en 1 an et elle est extrêmement bien faite parce qu'elle va aborder le secteur de la parfumerie, la chimie, et elle va s'attarder, et c'est ça qui est le plus joyeux pour moi, sur l'olfaction et à peu près on a dû travailler notre mémoire olfactive sur à peu près 430 matières premières. Donc de façon très structurée et condensée, avec une méthodologie qui est de sentir à l'aveugle tout le temps. Pourquoi ? Parce que l'œil a tendance à biaiser les perceptions. On le voit quand vous sentez un vin rouge ou blanc, souvent votre goût personnel va être biaisé par l'œil. Et souvent, si vous goûtez un vin à l'aveugle,
vous allez dire, ah, ça c'est un vin rouge, bah non, c'est un vin blanc, bon, ouais, dire ça. Donc, le fait déjà d'apprendre et de mémoriser ses matières premières à l'aveugle, sans savoir ce que l'on sent, ça ouvre, ça évite de fermer, en fait, le rapport à l'odeur et de laisser venir, les rapports à la mémoire, aux souvenirs, les évocations, ce qu'on connaît, et puis de constituer comme ça en fait sa bibliothèque et ses gammes, de faire ses gammes et d'avoir sa mémoire, de construire sa mémoire olfactive comme ça. Ensuite, donc ça c'est une première partie. Ensuite, on va aborder la partie formulation en montant en puissance. Donc on va d'abord, alors c'est très très structuré, c'est-à-dire que les 430 matières olfactives, elles sont segmentées en familles olfactives, ce qu'on appelle les grandes familles olfactives. Donc ça peut être les hespéridés, les aromatiques, les boisés, les fruités, les floraux, les notes accessoires, comme voilà, les aldéhydes, les notes vertes, les notes cuirées, etc. Et ensuite, on va commencer à aborder la formulation de petits accords, donc comment on construit un jasmin, une tubéreuse, quels sont les archétypes en fait pour toutes ces familles, avec quelles molécules on va faire appel. Oui, alors j'ai oublié de le dire, mais évidemment, cet orgue là de 430 matières, il est constitué et de matières premières naturelles et de matières dites identiques nature, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans la nature, typiquement le génol, on va le retrouver dans le clou de girofle, dans la rose, etc. Et de matières premières dites synthétiques, donc obtenues par synthétisation. Voilà. Et ensuite, donc, travail de formulation sur des petits accords par rapport à des facettes. Et ensuite, travail tentative, parce que c'est très difficile et ça demande des années de création et de copie de grands parfums. Donc c'est pour essayer de rentrer en fait dans une formule, essayer d'en comprendre la structure, la composition pyramidale avec cette notion de tête, cœur, fond. Et puis à l'issue de cette année, et ça c'est merveilleux, on est invité à avoir une approche globale sur un parfum, à savoir donc de créer un parfum, mais d'aller jusqu'au brief. Donc en fait on fait un peu les deux côtés, comme si on était côté client ou parfumeur indépendant. Donc d'imaginer le brief, le parfum, et puis de présenter et de soumettre ce parfum à un jury. Voilà en gros. Tout un programme. Isabelle Ferrand, quand on préparait cette conférence, vous m'avez dit l'idée en fait c'est sentir vrai et parler vrai. C'est-à-dire ? Alors, en fait, c'est extrêmement important, comme Isabelle vous l'expliquait. Donc, toute notre méthode est basée sur le blind test. C'est-à-dire que jamais on ne vous tendra une touche en disant, bon, tenez, là, on va étudier le citron. Ça, on fait pas. On prend un petit flacon qui porte le numéro 1, et dans ce flacon, donc, il y a une huile essentielle de citron, mais on ne le dit pas par avance. Et en fait, cette expression de parler vrai, sentir vrai, a été mis en place par Monique Schlinger, parce qu'à une époque, effectivement, donc dans les parfums, on pouvait vous dire qu'il y avait du jasmin, de la fleur d'oranger, alors qu'il n'y en avait pas. Et ça a été un peu pour nous une bataille de dire mais pourquoi aller d'un point de vue marketing évoquer une matière première si on ne la sent pas et si elle n'est pas présente dans le parfum. Donc cette expression en fait elle vient de là et je l'ai gardée parce que pour nous c'est extrêmement important de dire si on sent une huile essentielle de citron, c'est vraiment une huile essentielle de citron qui vient d'Italie et c'est pas un citron bidouillé ou un citron communel comme peuvent l'appeler certains producteurs de matières premières. Donc c'est vraiment une spécificité bien précise. Et ça donc avec chaque famille, avec chaque... Alors chaque famille, chaque matière première, donc comme Isabelle vous l'expliquait, donc dans ce cursus de formation, donc on a 8 journées d'études complètes sur les matières premières, famille par famille. Donc une journée sur les hespéridés. Et à l'issue de cette journée, chaque participant repart avec un olfactorium, qui est un petit orgue à parfum, dans lequel il y a 48 flacons, numérotés. On ne sait pas chaque numéro à quoi correspond la matière première. Et nos apprenants donc, doivent connaître ces 48 matières premières avant de revenir à la session suivante,
Et là, on enchaîne sur une deuxième famille, une troisième, pour arriver effectivement aux plus de 400 matières premières qui sont étudiées. Et alors, comment est-ce qu'on évalue une odeur ? Alors, l'évaluation en blind test, et donc je vous fais faire un petit test. On vous a distribué donc une touche olfactive. Donc pour apprendre à parler d'une odeur, ce qui n'est pas facile parce qu'il n'y a pas vraiment de vocabulaire technique, il n'y a pas de dictionnaire d'évaluation des odeurs. Même si entre nous on parle de famille, on vous a évoqué hespéridés, aromatiques, mais l'odeur elle-même, qu'est-ce qu'elle est ? Et on réalise ce qu'on appelle un portrait chinois. Donc un portrait chinois, c'est de se dire cette odeur, et si c'était une couleur, une forme, un lieu, une personne, une époque, un souvenir personnel. Et là, on va dire dans ce cadre-là, personne n'a tort, personne n'a raison. Parce que si cette odeur, Guillaume, tu me dis, oh, moi ça me rappelle ma grand-mère, je ne connais pas ta grand-mère. Je ne peux pas te dire si c'est vraiment l'odeur de ta grand-mère ou pas. Donc il y a vraiment... C'est hyper important d'avoir ses propres sentiments, ses propres émotions sur chaque odeur. Alors après, on se met d'accord, bien sûr, de la classer dans telle ou telle famille. Alors ma question, vous avez tous cette touche sous le nez, une couleur. On va commencer par le début. Quelle couleur vous me diriez ? Blanc ? Vert ? Mais beige ? Mais quel vert ? Bon, ce serait plutôt un vert pastel, donc on est plutôt sur une teinte très nuancée, très pastel. Une forme. Hein. Quelle forme ? Rond ? Bon voilà, rond, ovale, ou des vagues. J'ai jamais entendu sur cette odeur, on a pu me dire si c'était carré ou triangulaire. Il n'y a pas d'angle droit, il n'y a pas d'aspérité. On est dans la douceur, dans le confort, dans le cocooning. Une émotion, ou qu'est-ce que ça vous évoque ? Après, bien sûr, ce que vous avez pu vivre autour de cette odeur. Une gourmandise. La colle blanche, effectivement, c'est ce qui revient le plus souvent. Alors, on peut me dire le sirop d'orgeat, la galette des rois, l'amande amère, les calissons, la colle blanche. Et voilà. Et cette odeur, donc, je pense que j'ai certains de mes anciennes élèves qui sont dans la classe, donc, je pense, dans la salle, qui ont dû le reconnaître. Donc, c'est effectivement l'héliotropine. Et vous voyez, l'exercice qu'on vient de faire, je pense que l'odeur de l'héliotropine, vous n'oublierez plus jamais. Oui, voilà, la méthode. Alors moi, c'est une révélation, donc ça veut dire que c'est comme ça que se construit la mémoire olfactive. Oui. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre ou retenir jusqu'à 430, 432, c'est ça, matières premières ? Oui, tout à fait. Je me souviens, donc il y a cette méthode, mais je me souviens qu'avant de démarrer ma formation chez 5e Sens, j'ai eu un des plus jolis cadeaux quand j'ai su que j'allais pouvoir faire cette formation, qui est une dame parfumeur qui a aussi été une très grande professeure de matières premières, qui est Isabelle Doyen. Et Isabelle, nous étions amies, et elle m'a envoyé pour mon anniversaire un petit coffret avec des matières premières et un petit mot avec sa méthodologie en fait pour apprendre. Et elle m'avait dit, achète-toi 2 carnets Moleskine, répertoire, un que tu vas appeler matière première et un autre que tu vas appeler impression, évocation, voilà. Et tu notes. Donc par exemple garage. Ça va aller dans impression et je vais aller relier des matières qui, moi, me font penser personnellement au garage. Le goudron, l'essence, le caoutchouc, l'huile de moteur, etc., etc. Et donc, en fait, ça rejoint exactement ce que dit Isabelle, c'est-à-dire que le rapport aux odeurs et à l'appréhension d'un parfum, il est extrêmement intime et personnel. Et que donc, pour construire sa mémoire en vue, en fait, de composer, puisque l'objectif est de composer comme un musicien, donc en faisant appel à ses notes. Donc, un musicien, il a 7 notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, du plus grave au plus aigu. Nous, on en a à peu près 4000. Donc, c'est pour vous dire comment on a de quoi faire et s'amuser. Et bien au-delà des classiques accords fougères, chyprés, il y a une vastitude de possibles en composition infinie. Quand on voit ce qu'avec cette note de musique, en mode majeur, mineur, modal, des rythmes, ce qu'on fait depuis 400 ans,
ça ouvre un ensemble de possibles avec 4000 notes en olfaction, ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle souvent faire son solfège. On dit d'un musicien qui fait au départ son solfège, et on fait pas de bonne musique si on passe pas par le solfège. En création de parfum, c'est pareil. Si on passe pas par le solfège de l'apprentissage de ces matières premières, de les comprendre, de les suivre dans le temps. Parce qu'il y a un autre point qui est extrêmement aussi important sur une odeur. On a parlé de la reconnaissance de cette odeur qui passe par les associations d'idées, les évocations, tout ce qu'on vient de voir ensemble. Mais après, il y a 2 autres critères qui sont l'intensité et la ténacité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Est-ce que cette odeur, elle est hyper impactante? Elle vous envahit le nez? Et là, il va falloir le mémoriser pour quand on arrive à la notion de dosage. Donc je regarde si le petit schéma est sur l'écran. Et puis l'intensité, donc c'est la durée dans le temps. Donc comment une odeur va évoluer tout au long de sa vie, parce qu'une odeur a une vie, elle a un temps zéro et elle a un temps une fin. Voilà, elle vit et elle s'arrête. Et c'est important en fait d'avoir le lien entre l'intensité et la ténacité, qui ne sont pas proportionnelles. D'accord. Voilà, Et... donc j'ai anticipé peut-être. Non, pas du tout. Moi, ce que je voulais savoir, c'est votre éventail de formation. Bon, on n'est pas là forcément pour faire la lecture de tout le catalogue, mais ça peut être de quoi? Une journée, une demi-journée, on va dire, de pure initiation jusqu'à ce qu'a vécu Isabelle Larignon avec 1 an? Oui, on a un premier atelier de 3 heures. Donc voilà, atelier de création de parfum où on découvre 19 accords et que les participants peuvent mélanger entre eux. Donc là, c'est vraiment un atelier ludique, interactif, on vient s'amuser. Et puis effectivement, la formation la plus longue, donc celle qu'Isabelle a suivie, qui dure un peu plus de 40 jours de formation, étalée sur 1 an. Parce qu'il y a le temps de formation, mais derrière, il y a le temps personnel à fournir. Et je dis toujours qu'une journée de formation, derrière, tu me diras, toi, après, ça dépend des personnes, mais derrière une journée, c'est quoi, 3-4 jours complets de travail? Non, moi, c'était tous les jours. Toi, c'était tous les jours. Bon, moi, voilà. j'étais l'élève, la bonne élève. Non, mais moi, ça m'éclatait tellement que je me levais plus tôt avant d'aller bosser, avant de réveiller ma fille, pour sentir et... je me souviens d'emmener dans le TGV, de faire des petites boîtes aux vacances de Noël, et ma mère me faisait travailler mon nez. Mais pour moi, c'était pas du travail, c'était merveilleux. Voilà. Isabelle, vous avez parlé de votre fille, et oui. Je pense que c'est une bonne transition pour parler, parce que là on parle de formation des adultes. Oui. On est grand, voilà, on aime le parfum, on apprend les matières premières, mais comment est-ce qu'on, et là c'est une question pour vous deux, comment est-ce qu'on éduque son nez quand on est tout petit? Alors, je dirais que ça dépend de l'environnement familial. Moi, j'ai une maman qui sentait tout. Je vais vous avouer, révéler des choses un peu intimes, mais ma maman sentait ses chaussettes, ses t-shirts, avant de les mettre au sac de linge-sale. Et moi, j'ai eu Alors, je pense qu'après, on a tous des sensibilités en tant qu'être humain, un rapport au sens différent. Il y a des enfants qui vont être plus dans le rapport auditif, visuel, gustatif, olfactif. Moi, j'avais un rapport au monde très olfactif. Donc, je rentrais chez les gens, je faisais la bise à un adulte, j'étais envahie par une présence olfactive, que ce soit un lieu. Donc je dirais que voilà, on a tous des appréhensions au sens différentes. Et après, je dirais que c'est avoir une conscience, moi en tant que maman et qui en plus aime le sens olfactif, en tout cas quand j'ai eu ma fille, j'avais naturellement une propension à lui faire tout sentir. Bien qu'un jour, je me souviens, on habite au Lilas, il y avait une petite gerbe de petites fleurs blanches et je dis à ma fille, qu'est-ce que ça sent? Elle marchait à peine, elle sent, elle me dit, ça sent le miel. Et c'était exactement ça, ça sentait l'anthracène de méthyle à plein nez, et elle avait détecté cette odeur mielée de fleurs blanches.
Et donc voilà, donc je dirais, si déjà naturellement ce sens-là vous plaît et que vous aimez aller fourrer votre nez partout, il ne faut pas hésiter à inviter vos enfants à le faire. Et j'ai une petite anecdote qui est jolie sur le mot sentir. Un jour, ma fille était sur mon vélo, et pour vous dire à quel point je lui disais tout le temps de sentir, elle était sur mon vélo à l'arrière, et il y avait du vent dans les peupliers. Et ça faisait un bruit très joli, et c'était le printemps qui arrivait, et je dis à Rose, je dis « Oh, Rose, tu sens le vent dans les peupliers ?» Et ma fille fait comme ça, alors que en fait c'était l'idée de sentir de façon sensorielle. Et donc pour elle, elle était tellement habituée à avoir ce rapport sentir avec le nez. Pour elle, c'était ça, sentir. C'était pas sentir de façon tactile. Que voilà, elle a essayé de sentir le vent dans les peupliers avec son petit nez. Isabelle Ferrand, il y a dans la salle des gens qui ont peut-être des enfants en bas âge ou des neveux, des nièces. Comment est-ce qu'on vos conseils à vous pour éduquer les plus petits à l'olfaction? Alors, déjà, il faut savoir qu'on commence à sentir dès le 3e mois de grossesse. Donc, le fœtus sent le liquide amniotique, c'est lié effectivement à l'alimentation de la maman. Donc, je dirais même avant la naissance, ce sens est développé. Ensuite, on se forge sa mémoire olfactive dans les 6 premières années de sa vie. Donc, de 0 à 6 ans, mais inconsciemment. Donc, il n'y a pas la notion de dire « j'apprends une odeur individuellement ». Sauf Isabelle, comme tu le racontais avec ta fille, tu as certainement appris l'odeur du miel ou l'odeur donc de ce que tu évoquais. En fait, il faut tout sentir. Hein. Il faut se dire que tout ce qu'on a autour de nous peut avoir une molécule odorante et ce qui est important, je dirais presque même avant de regarder. Moi, mes enfants, quand j'avais des invités à la maison et qui m'amenaient un bouquet de fleurs, avant même de dire « Ah, le bouquet, maman, il est beau », c'était tout de suite ma fille, donc Marion, qui me disait « elles sentent au moins les fleurs ?» Et elles sentent pas toujours les fleurs, mais voilà, donc c'est avoir ce réflexe, en fait, de sentir. On s'alimente, c'est pas juste boire un verre de jus d'orange, et sentez le verre de jus d'orange avant de le boire. Le café, pareil, tout ce qui est. Et au bout de quelques semaines, vous allez vous rendre compte en fait que ça devient instinctif et que votre odorat il va se démultiplier et la mémoire avec forcément. Au même titre que tout ce qui est visuel, oui, que tout ce qui est auditif. Exactement. Isabelle Ferrand, je voulais vous demander, je vais revenir légèrement en arrière, qui est passé parmi quelques figures? On est à la Paris Perfume Week, donc effectivement on parle de marques récentes, moins récentes. Qui est passé chez vous? Qui est passé chez 5e Sens pour se former à l'olfaction? Alors, qui est passé? Qu'est-ce que je vais citer? À part Isabelle Larignon. Alors on a Kylian Hensey. Sylvaine Delacourte aussi. Sylvaine Delacourte, oui, tout à fait. Miller Harris, David Benedek, pour parler de marques peut-être plus récentes. Thibaut Crivelli, pour la maison Crivelli. Nicolas Chabot, qui n'est pas parfumeur, mais qui par curiosité et professionnalisme a envie de comprendre, a fait donc Nicolas Chabot a les marques Headspace, Le Galion, Aether, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc je sais que Nicolas a fait la promo juste après moi. Tout à fait. Du beau monde. Du beau monde, oui. Du beau monde. Et que des passionnés. Que des passionnés. Donc j'espère en tout cas que ça aura répondu donc à vos questions. Et à propos de questions, je propose qu'on prenne des questions dans la salle. Il y en a certainement. Bonjour, merci beaucoup. Une question, donc je comprends qu'on peut tous apprendre à sentir. Est-ce que tout le monde peut être né ou est-ce qu'il y a quand même une dose de... Alors, il y a au départ une passion. Donc, et cette passion, on a envie de la faire vivre et de l'animer. Donc, on va effectivement faire toute cette partie de solfège et d'apprentissage des odeurs. Après, être né pour être compositeur de parfum, créateur de parfum, je pense qu'il faut avoir aussi de la créativité. Il y a de très bons nez qui savent très bien sentir, qui reconnaissent tout, qui sont incollables. Mais en termes de créativité, ils ne l'ont pas. Donc tout dépend qu'est-ce qu'on met derrière le mot nez.
Oui, parce qu'effectivement, il y a des parfumeurs techniques qui sont pas forcément là pour créer, mais qui font partie de laboratoires et qui vont être là pour, d'une année sur l'autre. Par exemple, la société Bioland, par exemple, a un parfumeur technique qui va suivre l'évolution des matières premières qu'il source et qu'ils transforment. Et donc, ils ont besoin d'avoir des parfumeurs comme ça et qui vont aussi pouvoir être force de proposition, par exemple, pour illustrer l'usage d'une matière première nouvelle qu'ils peuvent lancer. Donc ça va être plutôt chez les grandes maisons de composition. Ils ont un nouveau captif et en fait, pour pouvoir expliquer comment, ou en tout cas illustrer l'usage possible d'une nouvelle molécule, ils vont avoir des parfumeurs qui peuvent se concentrer là-dessus. Donc, alors après, il y a beaucoup de choses qui se parfument en fait. Donc il y a un peu la pépite qui est le parfumeur qui fait de la parfumerie fine, mais vous avez des parfumeurs qui vont parfumer les lessives, le papier toilette, les fibres textiles aussi de plus en plus. Enfin, on vit dans un monde de plus en plus odorisé qui est... je trouve qu'on a une saturation visuelle et moi je trouve qu'on commence à avoir une saturation olfactive Ça, c'est une de mes peurs. Ah mais personnellement, je trouve que c'est effectivement, il y a tout ce qu'on appelle la parfumerie alcoolique, fine fragrance et autres. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle la scénographie olfactive, c'est-à-dire créer des odeurs. Une ambiance. Illustrer un concert, illustrer un tableau de peintre. Hein. Nous, on a travaillé avec le musée du Louvre pour effectivement mettre une dimension polysensorielle dans la découverte des œuvres. Et l'odorat passe par cette découverte. Mais il faut faire attention, quoi. Je pense qu'il va falloir peut-être à un moment donné dire pas trop d'odeur va tuer l'odeur. C'est le risque, la saturation, Isabelle Ferrand ? Ah oui, c'est un gros risque. Hein. De pas arriver, on ne sentira plus rien. Le cerveau se ferme. Quand je raconte toujours cette anecdote en formation, ça va rappeler des souvenirs à Isabelle, de dire, vous rentrez dans une odeur dans un restaurant où il y a une forte odeur de friture. L'odeur vous gêne. Vous restez dans le restaurant, vous la sentez plus. Par contre, quand vous ressortez, les cheveux et les vêtements s'en souviennent. Mais sur le moment, on l'oublie. On oublie l'odeur. Donc, on l'oublie, mais après, s'il y en a trop, quel intérêt ? Une autre question, monsieur, là-bas. Bonjour. En fait, j'ai l'impression aussi qu'on parle beaucoup on a beaucoup parlé de comment on se forme et comment plus on sent, mieux on sent. Et la question qui me vient, c'est est-ce qu'il y a aussi des choses dans la vie qui peuvent nous empêcher de sentir ou nous freiner dans cette capacité à mieux sentir ? Complètement. Et la question est très intéressante parce qu'en fait, le message olfactif, donc bon, on sent effectivement avec son nez, mais c'est pas le nez qui sent, donc au plus profond de votre cavité nasale, il y a ce qu'on appelle la muqueuse olfactive, sur laquelle il y a des récepteurs qui captent les molécules et qui envoient un message au cerveau. Donc en fait, c'est le cerveau qui sent. Mais la particularité du sens de l'odorat, c'est que le message olfactif traverse d'abord le centre hédonique de votre cerveau, qui est le centre des émotions, avant d'atteindre le centre de reconnaissance. Donc toute odeur, c'est j'aime pas, avant de dire c'est du citron, c'est de la vanille ou autre. Donc, alors que pour les autres sens, c'est d'abord la reconnaissance avant la valeur hédonique. Et donc, tout en étudiant tous ces points-là, un jour, il y a un ORL qui me raconte une anecdote qui va aller dans le sens de votre question. Il y a un de ses patients qui vient le voir et qui lui dit « Écoutez, docteur, je ne sens plus rien. Je n'ai plus d'odorat, je suis complètement anosmique, sauf à l'odeur de la rose. » L'ORL se pose des questions, il dit « Mais pourquoi la rose ?» Donc il lui fait faire une série de tests en blind. Donc il dit « Non, je ne sens rien, je ne sens rien. » Et forcément, au milieu de toutes les odeurs, à un moment donné, il met la rose, mais sans lui dire. Et alors là, le patient se dit « Mais ça sent la rose, je ne veux pas la sentir. » Il s'est mis à pleurer, il était dans un état complètement de panique. Et en fait, ils ont fait toute une étude et c'est un homme qui avait perdu sa maman à l'âge de 3 ans. Et il avait veillé sa mère sur son lit de mort, qui était entouré de roses. Et en fait, l'odeur de la rose l'avait complètement impacté et avait bloqué tout son système olfactif. Il ne sentait plus que la rose et il ne sentait plus rien d'autre. Donc oui, il peut y avoir vraiment un blocage sur une odeur ou sur des odeurs par rapport à un moment
un choc émotionnel qu'on a vécu dans sa vie. Isabelle Larignon, Isabelle Ferrand, merci beaucoup de nous avoir ouvert les yeux et le nez sur vos beaux métiers respectifs. Merci beaucoup. Merci à toi. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.